Ouais, quand on est flic, on reste flic toute sa vie. On l'est 24 heures sur 24. On ne dort que d'un œil. Est-ce qu'on doit être intelligent? Bon, faut éviter d'être trop bête quand même, hein, surtout quand on s'occupe d'affaires importantes. Quand on est flic, je crois qu'il faut avoir conscience qu'on vit un métier passionnant. Pourquoi suis-je rentrée dans la police? Je suis rentrée dans la police par une sorte d'instinct, bien sûr, parce que j'ai eu un grand-père policier, un père policier, et j'ai vu des gens heureux. Et notamment mon père, évidemment, qui était encore plus dans ma proximité, si je puis dire. Et je le voyais, il était à l'anti-gang à l'époque, à la BRI. Et je le voyais partir sur des planques avec ses collègues et tout. C'était des hommes vraiment heureux d'aller au travail, quoi, je veux dire, même si c'était pour la nuit. Donc je trouvais ça assez extraordinaire. Je pense que ce goût-là, je l'ai eu à travers les polars que je lisais quand j'étais petite. Je frissonnais sous mes couvertures, j'adorais ça. Et je me disais que c'était un truc que j'aimerais faire, quoi. J'ai choisi le droit parce que c'est quelque chose qui me correspond assez bien. J'ai fait également l'Institut de criminologie et là, alors, ça a été le vrai bonheur, c'est-à-dire toute la psychologie du criminel, même la science pénitentiaire, enfin tout ce qui allait là me plaisait. Tout ça tournait finalement autour quand même du délinquant. Donc vous voyez, ce chemin s'est fait un peu tout seul. Et je n'ai pas réfléchi du tout au bout du chemin. Et au bout du chemin, finalement, il y avait avocat, juge ou policier. La magistrature, c'est bien aussi, bien sûr, mais ce n'est pas le même métier, si vous voulez. On le vit plus au travers des dossiers, alors que la police, vous êtes le chasseur, quoi. Vous êtes devant l'énigme, mais vous êtes le chasseur. Et ça, je trouvais quand même que c'était assez extraordinaire. Ça alliait aussi la passion pour un métier un peu méconnu, hein, en tout cas pour les femmes. Parce que je suis d'une génération quand même où les femmes n'avaient pas leur place dans ce métier. Quand je disais pourquoi les femmes ne peuvent pas faire le métier de policier, on me disait parce que quoi? Voilà, on n'avait pas la réponse. Parce que ce n'est pas un métier pour elles, pour moi ce n'était pas une réponse. Donc je voulais savoir, je voulais comprendre. Je voulais aussi savoir pourquoi les flics étaient tellement montrés du doigt, pourquoi on les accusait toujours de tous les maux de la terre, pourquoi en 68 justement on les avait stigmatisés, nous les étudiants et les révolutionnaires, les petits révolutionnaires, hein. Pourquoi c'était vraiment l'ennemi à abattre, et je me disais qu'il fallait peut-être aller voir quand même de plus près ce qu'il en était. Alors j'ai choisi d'entrer dans la police. Est-ce que j'ai choisi d'entrer dans la police? Non, je crois que je suis entré dans la police par accident, quelque part. J'étais jeune, j'étais étudiant, je faisais des petits boulots à droite à gauche, chauffeur, livreur, chauffeur de maître, etc. Et puis, je suis devenu papa assez rapidement. Je me suis marié, je suis devenu papa, il a donc fallu que je gagne ma vie. Et ma maman, qui travaillait à la préfecture de police, qui avait un poste élevé à la préfecture de police, m'a dit « écoute, en ce moment, on recrute des OPA contractuels. » C'est à peu près l'équivalent aujourd'hui d'adjoint de sécurité. C'est-à-dire on recrute sans condition, sans examen, sans concours, juste avec des diplômes minimum, le baccalauréat. J'ai rempli un dossier et j'ai été pris à la préfecture de police comme OPA contractuel le 7 juillet 1970. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir la police. On m'a dit ce jour-là, ton commissariat d'affectation, c'est le commissariat de Montreuil-sous-Bois, dans la Seine-Saint-Denis. Voilà un flingue, voilà une paire de menottes, voilà une clé d'avertisseur sonore. Ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'il y a des téléphones portables. Les avertisseurs sonores, c'est une espèce de borne qui est au bord des trottoirs. Avec une clé, on ouvrait ça et on pouvait appeler le commissariat central pour demander des secours. J'ai donc pris le métro avec ce flingue et ces 6 cartouches dont je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais utilisé d'arme de ma vie, je n'avais pas fait mon service militaire. Et je suis arrivé au commissariat de Montreuil. Et là, le patron qui m'a reçu m'a demandé ce que je savais faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Je lui ai dit rien. Et ce pauvre homme désespéré m'a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de vous ?» Et c'est comme ça qu'a commencé ce métier de policier que j'ai exercé pendant près de 40 ans. Au début, je dois dire que comme beaucoup,
J'ai été attiré par ce qu'on appelle la police de terrain, le saut de dessus, les arrestations. Et par chance, alors je ne sais pas comment sont choisis les services, mais je me suis retrouvé au 36, au quai des Orfèvres. Et là, on m'a remis une arme, une paire de menottes. C'est péché de jeunesse, ça, un peu. Vous voyez, se retrouver dans la rue avec une arme et des menottes, c'est surprenant, mais en même temps, c'est gratifiant. J'ai commencé par un poste en brigade territoriale sur 20e, 11e, 12e arrondissement, vous voyez, dans l'Est parisien. Alors c'est la moyenne délinquance, donc c'est déjà pour moi, je bavais de bonheur, quoi. C'était déjà très très intéressant. Je sortais, dès qu'un groupe avait une affaire, je sentais qu'il y avait une affaire, et hop, comme j'arrivais, donc je me greffais un peu là-dessus. Ça a d'abord été la brigade des mineurs, puisque les femmes ne pouvaient accéder qu'à ces postes-là tout de suite, enfin d'emblée, quoi. Bon, moi je me suis dit que très rapidement il faudrait que je passe à autre chose, parce que c'était pas question qu'on nous cantonne les filles dans ces rôles-là. Donc j'ai accepté des missions pour les stupes, et j'ai été très vite embauchée à la brigade des stupes, qui était voisine des mineurs. C'était à Lyon. En 1970, c'était un métier de mâle essentiellement. Il y avait très peu de femmes dans les services actifs, très très peu. D'ailleurs, c'était dans les commissariats, il y avait les affiches « La police, c'est un métier d'homme ». Et on voyait un gardien de la paix, avec la tête bien carrée, le menton bien carré, un mâle, quoi, le vrai mâle. Et la police, à cette époque-là, elle était quand même relativement brutale, assez alcoolisée et assez grossière verbalement. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, on y prêtait vraiment attention, hein. Alors moi, en tout cas, certainement pas, parce que, bon, avec la fougue de la jeunesse, c'était peur de rien, prête à tout, et donc, il ne fallait pas m'expliquer que ce n'était pas un métier pour les femmes. Et pourtant, j'étais déjà maman, j'avais déjà un enfant, et ce métier, je voulais le faire comme les autres, et il n'y avait pas de raison. Je pense que c'était ça aussi qui faisait un peu la différence. À partir du moment où nous avons une arme, à partir du moment où nous avons des outils de travail, à partir du moment où nous avons la qualité et le grade et les fonctions qui vont avec, c'est à nous de montrer qu'on était capable de les assumer. Évidemment qu'il y avait des réserves, hein, il y avait des réserves. Les réserves, elles sont venues surtout, c'est le sentiment que j'en ai, de la hiérarchie plus que des gens avec qui nous étions amenés à travailler. Au-dessus de nous, ils ont découvert les commissaires féminins. Et en dessous, les collaborateurs, les inspecteurs à l'époque, les enquêteurs, c'était aussi nouveau pour eux. Ils n'ont eu que des patrons hommes, et tout d'un coup, il y a des femmes qui arrivent. Bon, prudence, vous voyez, qu'est-ce que ça va être? Alors, une certaine curiosité, ça se passera très bien finalement avec nos collaborateurs, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, ça s'est très bien passé. Moins bien avec la hiérarchie. Je m'explique, la hiérarchie, on va dire, les bonnes femmes, oh là là, elles vont tomber enceintes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait qu'un, entre parenthèses, parce que quand j'ai vu la réaction, si vous voulez, de la direction, ça y est, c'est-à-dire que ce qu'ils pressentaient est arrivé. C'était assez injuste parce que moi, je me rappelle en commissariat les premiers cadavres sur lesquels il a fallu aller la nuit quand l'état-major vous appelle et vous arrivez sur une scène de crime. Vous voyez, je veux dire, homme, femme, voilà, vous déroulez votre enquête. La première scène de crime sur laquelle je suis intervenu, j'étais tout jeune à l'époque, j'avais plus 23 ou 24 ans, j'étais au commissariat de Montreuil. Et un inspecteur divisionnaire, à cette époque-là, ça s'appelait des inspecteurs divisionnaires, m'a dit « Petit, viens avec moi, il y a un mec qui est passé sous le métro, à la station de métro Croix de Chavaux, il a peut-être été poussé par quelqu'un. » Donc je suis allé avec lui sur ce qui pouvait être une scène de crime. Et j'ai compris à quoi ça servait, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Il y avait effectivement ce malheureux qui était sous la rame du métro, un petit morceau. Et le tout était de savoir, est-ce qu'il était tombé, est-ce qu'il s'était suicidé, est-ce qu'il avait été poussé par quelqu'un. C'était assez impressionnant et je me suis rendu compte que le fait d'avoir une action
que le fait d'être actif sur ce genre de scène, c'est-à-dire on cherche, il y a une curiosité, on cherche à savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, ça fait passer l'horreur de la scène quelque part, parce que sous le métro c'est pas beau, au second plan, et que c'est tout à fait gérable, c'est tout à fait acceptable quand on fait ce métier. J'étais en stage à la 3e brigade territoriale, c'est-à-dire au centre de Paris. Et c'est là que j'ai été confrontée à celui qu'on a appelé l'étrangleur des parkings à l'époque, qui avait tué plusieurs femmes et qui faisait ça principalement dans les parkings et qui avait semé mais une terreur absolument incroyable dans Paris. Il n'y a plus une femme qui n'osait descendre sa voiture au parking, quoi. C'était des jeunes femmes étranglées. Moi, j'étais un peu contente, il faut bien dire, en tant que stagiaire, parce que, évidemment, c'était quand même de belles affaires criminelles. Je me souviens de ma première scène de crime, et comment, parce qu'elle était quand même particulièrement gratinée. Alors, en réalité, c'était pas... Bon, j'ai eu plusieurs affaires à l'époque de la brigade des mineurs. Ça, c'était ma première scène de crime. Je venais d'intégrer la brigade des stupes. Et il s'agissait d'un garçon qu'on avait retrouvé brûlé sous un pont à Lyon. Personne ne l'avait réclamé, il était enterré sous un numéro inconnu. Quand je suis arrivée sur l'affaire, moi, il y avait déjà un mois qu'il était enterré. Donc l'affaire m'échoua. Donc je n'étais pas allée sur la scène de crime primaire, mais j'ai eu la chance, et le bonheur et l'avantage d'avoir la deuxième, c'est-à-dire l'exhumation et l'autopsie qui a duré 3 heures, voilà. Et ça m'est resté quand même très, très profondément. C'est marquant, quoi. À l'autopsie, on ne s'attend pas à voir ce qu'on va voir. Ce n'est pas ce que j'appellerais une réjouissance, de découvrir ce monde. Alors, c'est dur, mais c'est bien d'y passer. Et c'est très, très instructif sur l'anatomie humaine. La scène de crime, c'est quelque chose qui devient routinier parce que voilà, on n'est pas surpris par la découverte d'un cadavre et surtout on a à y travailler. Voilà, donc l'esprit est très occupé et une scène de crime c'est un endroit très important, essentiel pour les suites de l'enquête. Notre chef de groupe exigeait que tous les membres du groupe passent voir la scène de crime. Voyez, que chacun s'imprègne des lieux, le cadavre, la position du corps, ce qu'il y a autour, de façon à ce que ça reste quelque chose de concret. Bien sûr qu'il y a une part de choc à l'arrivée, mais ça dure pas, quoi. Ça dure pas parce que vous vous dites, au contraire, vous avez... Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme ça. Moi, ça me donne une bouffée d'adrénaline, quoi. Ça vous mobilise à fond. Vous dites, ça, il faut y aller, etc. Bon. Donc moi ça a toujours été ma réaction. Quand vous êtes sur le cadavre, après nous on devient un peu comme les urgentistes, les pompiers, voilà, c'est-à-dire que on ne peut plus rien, malheureusement. Alors c'est triste, attention, hein, c'est triste, mais ça renverse les choses, c'est-à-dire c'est triste, mais oublions vite, examinons le cadavre, examinons la scène de crime, il faut trouver le ou les salopards qu'on fait ça. Vous voyez, le cadavre devient une motivation. Par contre, l'annonce aux parents, ça c'est dur. Ça c'est dur. C'est ce qui est le plus horrible. J'étais très souvent sur des scènes de crime un peu débordée par l'émotion. Notamment quand il y a des proches, quand c'est des proches qui ont trouvé le corps d'un des leurs, mais en particulier quand il s'agissait d'enfants. Voilà. Moi, c'est un truc que j'ai pas vraiment pu digérer. Je pense que personne, d'ailleurs. Oui, on peut avoir envie de pleurer. C'est la chose la plus dure qu'on ait à faire dans ce métier, c'est l'annonce aux familles. Quand on va voir les familles, ou quand on les fait venir pour leur annoncer le décès d'un des proches, et que d'un seul coup, les familles s'effondrent, bien sûr, et vous parlent de la victime, et la refont vivre quelque part, parce que nous, on voit que des cadavres, on les voit pas, on voit pas les gens vivants, on les a pas connus vivants. Ça devient différent, parce que
c'est une vie qui a disparu, c'est quelqu'un qui avait de l'affection, c'est quelqu'un qui avait des amours, c'est quelqu'un, etc. Et la victime se met à revivre. Je crois que c'était 1 an avant que j'arrête et que je quitte le groupe d'enquête, hein, que je laisse mon groupe. J'avais une affaire où une gamine de 13 ans qui rentre de l'école découvre sa mère assassinée, voyez. Et cette gamine, elle est dans mon bureau, elle est en face de moi et elle vient m'expliquer comment elle a quitté l'école et comment, en rentrant chez elle, elle a trouvé sa mère égorgée, enfin baignant dans une mare de sang. Et moi, je lui avais dit, mais tu sais, si tu veux, tu peux te reposer tu peux te laisser aller un peu. Bon. Et elle me dit, mais moi, je pleurerai après. Voilà. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut, voilà, qui m'emportent un peu. Alors tout n'est pas rose dans ce métier, bien sûr. Des fois, c'est très difficile de garder son calme. Quand on voit il y a des types il y a des voyous qui sont cruels, qui sont méchants, qui sont terribles. On a envie de leur foutre des baffes, c'est sûr. La BRB prenait les grandes affaires de banditisme, si vous voulez. Et donc je me suis dit, chic, voir les beaux voyous, etc., etc. Bon, oui, il y avait quelques belles équipes qu'on a fait, mais il y avait surtout une génération de braqueurs, si vous voulez, sans foi ni loi, qui tuent pour rien. En fait, ils ont aussi peur que ceux qui le braquent. Ils sont pas organisés, ils sont jeunes, bref, pas structurés. Donc en fait, ce qui les rend éminemment dangereux. Beaucoup plus que les vrais beaux voyous qui, eux, ont cette espèce de self-control et qui savent très bien la gravité d'un geste, si vous voulez. Donc voilà. Et là, la BRB, bon, on a eu des affaires où, évidemment, vous avez... Le type, il sort pas assez vite de la voiture, paf, une balle dans la tête. Alors qu'un beau voyou, non. Tu sors pas de ta bagnole, j'ai besoin de te piquer ta bagnole, bam, il lui donne un coup de crosse sur le crâne, il sort le type, il prend sa voiture, mais le type n'est pas mort, vous voyez, bon. Voilà, c'est ça. Et on a été, alors, vis-à-vis d'une catégorie de bracos, sans foi ni loi, comme je vous dis, qui nous crachaient dessus, enfin, qui nous traitaient de tous les noms d'oiseaux, qui juraient sur la tête de leur mère, hein, qui disaient la vérité, bien évidemment, c'était du mensonge, etc., etc. Vous voyez, avec une haine de celui qui est en face. Vous voyez, moi, mes gars me disaient, quand dans certaines auditions, hein, je les voyais sortir, aller fumer une cigarette quelque part, vous voyez, parce qu'il fallait un peu décompresser, parce que l'idée, c'était quand même de lui mettre une bonne baffe, vous voyez. Alors, c'est difficile de garder son calme quand le suspect, ou bon, celui qu'on sait être le coupable, marque le mépris pour la victime. Voyez, bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est quand même assez terrible de voir que certains se complaisent à noircir les victimes. Vous voyez, par exemple, quand on a eu la gardienne de la paix qui a été assassinée lâchement sur le boulevard périphérique, quand on a eu l'auteur, lui disait mais regarde la photo de la victime là, regarde là, elle est là où tu l'as laissée, voilà, il y a du sang partout, regarde, c'est une femme, c'est toi qui l'as tuée, il voulait pas regarder, il voulait pas ouvrir les yeux. Bon, là, l'envie qu'on a, c'est de lui ouvrir les yeux, hein, de le prendre et de l'obliger à regarder. Notre boulot, c'est pas de venger la société, on n'est pas des oraux, on est presque des acteurs pendant la garde à vue. On doit même tricher avec nous-mêmes, on peut être furieux en colère, si la colère ne sert à rien, il ne faut pas la montrer. Il y a certains enquêteurs qui savent particulièrement bien s'y prendre avec les gens gardés à vue pour les faire parler. Alors c'est pas du tout comme on le croit souvent, comme on le dit souvent dans la mauvaise littérature, à coups de bottin ou à coups de minitel sur la tête. Non, c'est en parlant beaucoup, c'est en dépensant beaucoup de salive, beaucoup de patience, beaucoup de temps. Et on a des enquêteurs qui sont de vrais confesseurs, c'est de vrais curés quelque part, qui arrivent à faire dire aux gens ce que l'auteur des faits n'a pas du tout envie de dire spontanément. Mais petit à petit, on arrive à faire émerger une vérité judiciaire.
Alors, j'ai eu des cas comme ça où il est très difficile de garder son sang-froid, mais il faut qu'on le garde, sinon nous ne sommes plus dans notre rôle. Il faut, encore une fois, laisser de côté ses émotions, quitte à les faire sortir après coup, en allant... Moi, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de sport, je faisais de la course à pied, j'allais me défoncer, je faisais des kilomètres et des kilomètres pour sortir cette espèce de fond de chaudron là, qui bouillonne en permanence, parce que justement, en situation, il est exclu de se laisser aller. Enfin, en tout cas, moi, je ne pouvais pas me l'autoriser, jamais. On n'est pas là pour passer nos nerfs, on n'est pas là pour se défouler, on n'est pas là pour venger la société. On est là pour une chose extrêmement simple. Essayer que pendant cette garde à vue, que pendant cette enquête, que pendant cette garde à vue, on obtienne suffisamment d'éléments concrets, d'éléments tangibles, pour qu'un jour, les juges puissent se prononcer sur la culpabilité ou la non-culpabilité, puissent se prononcer sur une hauteur de peine à infliger, pour que les juges puissent juger, tout simplement. Et j'ai une autre affaire d'une petite fille qui avait été amenée aux urgences de l'hôpital par sa mère, parce qu'elle avait été, soi-disant, piquée au bras par un insecte. L'enfant avait 8 mois. Et ce n'était pas du tout une piqûre, elle avait une fracture du bras. Et le médecin me dit, il a une marque, c'était une petite fille, elle a une marque sur le visage, une espèce de cercle autour du visage. C'est très étrange, je ne vois pas du tout à quoi ça peut correspondre, mais c'est pas normal non plus. Donc nous intervenons, on interpelle. Donc la maman allait travailler, elle avait retrouvé un boulot, c'est le père qui gardait l'enfant. Alors sous prétexte qu'il était malade, fatigué, ne supportait pas que cet enfant pleure. Et donc, eh bien, quand elle pleurait trop, il lui mettait un bol sur le visage pour la faire taire. Et comme ça ne suffisait pas, il la jetait par terre et il lui avait fracturé le bras. Et il y avait d'autres traces précédentes de mauvais traitements. Donc là, c'est sûr que ce jour-là, j'ai un de mes équipiers qui a perdu ses nerfs, quoi. Parce que ce type exprimait ça de façon très froide, quoi, comme il aurait, je sais pas, chassé un insecte ou empêché une mouche de bourdonner. Mais c'est pas pour autant que ça doit se passer, ce genre de choses. Et donc, ce garçon c'était pas la première fois qu'il perdait ses nerfs, avec un gardé à vue, et donc on l'a fait changer de service. Je me souviens d'un truc en particulier, c'est que quand j'étais à la BRB, l'affaire Thierry Paulin, je l'ai entendu pendant une demi-journée, Thierry Paulin, puisqu'on avait été saisi du dernier homicide qu'il a commis. Et il m'a tout avoué, il m'a parlé assez facilement. Thierry Paulin, c'est un type qui, entre les années 82, 83 et 85, 86, a tué 19 femmes âgées. 19. Pour leur piquer leurs maigres économies. Et puis, probablement par cruauté aussi. Et d'ailleurs, quand je l'ai entendu, il m'a dit « Mais ce que je fais, c'est pas si terrible que ça, puisque de toute façon, c'est des gens qui, eu égard à leur âge, devaient mourir dans relativement peu de temps. » C'était un type qui arrivait à raconter ses homicides comme je vous raconterai que ce matin j'ai promené mon chien et que ce matin je suis allé acheter une baguette de pain. C'est-à-dire qu'il, lui, n'avait aucune empathie, lui n'avait aucun sentiment, lui n'avait aucune compassion. Il racontait ça, j'ai l'impression que ça lui faisait ni chaud ni froid que de tuer des gens. Pour l'entendre, c'est vrai que j'ai parlé presque comme si on se connaissait depuis longtemps. Je lui ai fait parler de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas, de sa vie la nuit. Et petit à petit, les choses sont venues tout naturellement. Il m'a raconté toute son histoire et il m'a tout avoué. Il m'a parlé assez facilement. Et on a discuté. Et quand je vais rentrer chez moi le soir, j'ai dit à ma femme, il est sympa ce type. Ma femme m'a dit, t'es devenu complètement cinglé.
c'est vrai que c'était pas terrible comme réflexion. Le plus dur dans une carrière, dans une mission de police judiciaire en investigation, surtout en investigation criminelle, face à un serial killer, c'est la récidive, tant que vous ne l'avez pas arrêté. Ça veut dire, quand vous vous rendez sur une scène de crime et que vous vous rendez compte, rien qu'à voir le cadavre, je dis bien rien qu'à voir le cadavre, sans qu'on se parle, on sait que c'est lui. Voilà. Ça, c'est dur. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui fait qui recommence? Qu'est-ce qui nous échappe? Le jour où Guy Georges a été identifié, ça a été un jour béni. Je reçois en fait un coup de fil du docteur Pascal, qui est donc le scientifique qui travaille au laboratoire de Nantes et qui, lui, s'occupe justement de l'ADN, de traiter, si vous voulez, nos analyses d'empreintes génétiques. Et en fait, on est lié à lui, hein, je vous le dis franchement, hein, c'est-à-dire qu'on lui envoie tout à lui, on est lié à lui, on comprend que là, on a un homme passionné, aussi passionné que nous, et qui cherche ce type dans ces petits tubes-là, et comme nous, on le cherche dans la ville, quoi. Bon. Et il me téléphone, il a appelé le juge, il m'a appelé moi, il m'a dit, voilà, j'ai identifié Guy Georges, hein, je l'aurais embrassé, quoi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il est cuit. Mais c'est bien les aveux. Il est faux. Il est faux, ils sont impératifs. On l'a apprivoisé, on l'a calmé et il a fini par venir aux aveux. Et ces aveux ont été extrêmement importants. D'abord parce que sur les scènes où il n'y avait pas d'éléments, il est décrit, ce n'était pas dans le journal, il ne peut pas les inventer. Et puis surtout, à mes yeux, beaucoup aussi, il nous raconte son trip criminel, c'est-à-dire comment à partir du moment où il a vu une femme qui lui plaît, une jeune, belle, etc., comment il l'aborde, il la suit, comment justement il ne l'aborde pas, pardon, justement, j'étais en train de penser, un homme normal aborde la fille, lui propose un café, un machin, lui non, non. Lui, il la suit et il nous dit, phrase merveilleuse, « Je la suis et je sais que je vais la tuer. Et je sais que je vais la tuer. » Bonheur pour les assises quand même. Vous voyez? Parce que c'est une mécanique criminelle. C'est une mécanique criminelle. Un serial killer est un criminel hors norme et quand il se déclenche, vous ne l'arrêtez pas. D'où la reproduction des gestes dans chaque scène de crime. C'est-à-dire que ça fait partie de son action criminelle. Il reproduit les mêmes gestes. Il les ligote, donc il bloque les bras, il coupe les sous-vêtements et les blessures sont les mêmes quasiment, quoi, à peu de choses près. Vous voyez, ça s'appelle une signature.